Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bienvenue dans Super Docteur, le podcast des médecins généralistes. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite de nombreuses interrogations dans nos consultations et bien au-delà, les compléments alimentaires. Pour explorer ce vaste sujet, j'ai l'immense plaisir de recevoir Mathieu Nutrastream, biologiste et biochimiste spécialisé en santé naturelle et prévention santé. Auteur du best-seller Compléments alimentaires, votre révolution santé, Mathieu est une figure incontournable dans la vulgarisation scientifique autour des actifs naturels. Alors, quels actifs privilégier ? Quels sont les écueils à éviter ? Doit-on succomber à la mode des compléments qu'Internet nous incite à consommer pour notre santé ? Et surtout, comment les intégrer efficacement et de façon sécuritaire dans une démarche de prévention et de traitement ? Je vous propose de poser toutes ces questions à mon invité aujourd'hui qui a écrit un livre qui est déjà une référence sur ce sujet et qui va nous permettre de connaître la place des compléments alimentaires en médecine générale. Salut Mathieu, je te remercie beaucoup d'être avec moi aujourd'hui parce que je sais que tu es un garçon extrêmement occupé. Merci beaucoup Mathieu et merci à celles et ceux qui nous écoutent. Mathieu, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît et puis nous expliquer ton travail tout d'abord ? Oui, alors donc Mathieu Nutrastream, je suis biologiste biochimiste comme tu l'as rappelé. Mon expertise c'est la prévention santé, donc avant la maladie ou la diminution de facteurs de risque de maladie. C'est ma spécialisation. Je développe des compléments alimentaires, des dispositifs médicaux, des cosmétiques. Je suis également formateur pour les médecins dans les DU dédiés, donc médecins pharmaciens, uniquement professionnels de santé. Alors j'avoue, ça fait quelques années que j'en fais un petit peu moins parce qu'avec Nutrastream, j'ai très peu de temps. Et en parallèle, je suis également auteur scientifique, par exemple pour l'encyclopédie médico-chirurgicale en cosmétologie avec Elsevier ou encore technique de l'ingénieur. Et enfin, auteur, grand public, c'est une nouveauté depuis quelques mois avec le livre Compléments alimentaires, votre révolution santé. Je comprends pourquoi tu es aussi occupé, tu as plusieurs boulots en un en fait. Je non-stop le week-end, tout le temps. Et puis, bien sûr, j'ai créé un média interactif quand même, Nutrastream, qui est aujourd'hui le numéro 1 sur les réseaux sociaux. On est 840 000. Et d'ailleurs, j'ai été agréablement surpris du nombre de médecins, et de pharmaciens et d'autres professionnels qui me suivent. Et c'est pour ça que je t'ai invité, parce que tu as une vraie expertise sur un sujet que les médecins généralistes classiquement ignorent. D'ailleurs, on va y venir. Est-ce que tu sais pourquoi notre formation médicale classique dispensée en faculté reste si éloignée des connaissances sur les compléments alimentaires, alors qu'ils occupent une place croissante dans les attentes des patients, et puis sur Internet, les réseaux sociaux, les multiples pubs, on nous incite à consommer tout un tas de choses, alors que nous, on n'a pas de formation. Est-ce que tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît ? Alors, en général, de ce qu'on peut observer quand même et des retours que j'ai de la part de médecins, parce qu'il y a beaucoup même d'étudiants en médecine qui me suivent, c'est que la formation aujourd'hui est quand même assez axée curatif. Après, ce n'est pas une critique évidemment, puisque à un moment donné, il faut bien se spécialiser dans un domaine, et par conséquent, c'est vrai que la prévention est un petit peu mise en second plan. Je prends l'exemple du sommeil, 0 heure tout ce qui est lié à la santé sommeil dans les facultés. Et on a remarqué d'ailleurs, parce que je travaille avec des cliniques du sommeil, et ces médecins doivent faire des DU pour compléter. Le sommeil est quand même un des piliers santé très important pour la prévention qui va au-delà du complément alimentaire. Et on voit très peu d'heures quand même, voire 0 heure de ce que j'ai compris. L'alimentation, c'est pareil, il y a quelques heures quand même, mais c'est pas assez, alors que l'alimentation, c'est aussi une base très importante. Et donc, je pense que le complément alimentaire est faisant partie de cet arsenal prévention, puisque je rappelle que le complément alimentaire n'est pas un médicament, loin de là. Il peut bien sûr accompagner lors d'une pathologie avec uniquement son médecin, évidemment, pour certaines choses comme, je ne sais pas, les carences, on va dire, dues à des médicaments. Et globalement, ils ne sont malheureusement pas enseignés dans les facs de médecine, en tout cas aujourd'hui en France, et je le regrette fortement. Donc tu le rappelles que c'est en prévention et pas en traitement, les compléments alimentaires ? En fait, le complément alimentaire, il peut agir sur 3 axes. De manière officielle, le complément alimentaire a 2 rôles. Il a un rôle nutritionnel, c'est-à-dire combler les carences supposées ou avérées. Il a également un rôle physiologique.
dans sa définition réglementaire, c'est-à-dire limiter les inconforts physiologiques. Par exemple, les bouffées de chaleur, le ménopause, c'est pas une maladie. L'hypertrophie bénigne de la prostate ne sont pas des maladies. La diminution de facteurs de risque de maladie, par exemple tout ce qui est lié aux chutes, fractures ostéoporotiques, etc. Et les médecins, par contre, ont le droit, mais c'est pas officiel par rapport à la définition du médicament. S'ils le souhaitent, par exemple, et qu'ils voient une petite baisse de morale, on n'est pas sur une grosse dépression, ils peuvent, par exemple, pourquoi pas recommander du safran. Par contre, ici, effectivement, c'est uniquement avec son professionnel de santé. Et d'ailleurs, je le rappelle dans mes différents contenus, même pour la prévention, moi, mon rêve, en fait, c'est que le médecin soit au centre de tout, quitte à réorienter après avec d'autres professionnels, et donc qu'il puisse aussi parler de la prévention santé, de l'alimentation, des compléments alimentaires et bien sûr d'autres solutions. Donc, en gros, le complément alimentaire, officiellement, ce n'est pas son rôle. Il n'est pas aussi puissant, on ne va pas aller jusque-là, qu'un médicament, évidemment, mais c'est vrai que dans certaines pathologies, voire de diminution de facteurs de risque, eh bien, il peut être intéressant de le conseiller. Mais là, c'est le médecin qui va le faire au cas par cas, en tout cas. C'est très clair. Que doit savoir un médecin généraliste qui n'a donc reçu aucune formation étoffée sur ce sujet? Qu'est-ce qu'il doit savoir sur les compléments alimentaires pour éventuellement commencer à les intégrer dès demain en consultation pour ses patients? Alors déjà, la première chose, c'est de faire son propre avis. J'insiste parce qu'aujourd'hui, et je le comprends, les médecins ont de moins en moins de temps. On a de moins en moins de généralistes, il faut parfois venir avec un seul motif. Ça Mmh. devient très compliqué, donc ça, ce sont des décisions politiques, on va mettre ça de côté. Mais en tout cas, la réalité est là, c'est-à-dire qu'il y a très peu de temps. Donc un médecin, si vous voulez, il va peut-être regarder un rapport de l'ANSES, où il va écouter ce qu'a dit un médecin à la radio en disant oui, les compléments alimentaires sont inutiles, voire dangereux. Et ça, en fait, je demande juste aux médecins de faire leur propre avis sur la situation, de regarder les études scientifiques parce qu'il y a quand même énormément de choses. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui le complément alimentaire est inutile parce que je l'entends. Aujourd'hui, je suis le compte numéro 1 en France sur les compléments alimentaires. Je dis pas ça, c'est vraiment en toute humilité, mais c'est juste que j'ai des retours des patients. Et ces patients-là me disent très clairement, quand je prends des compléments alimentaires, mon médecin me dit «Oh, si ça vous fait plaisir» ou «Arrêtez, c'est inutile». Et c'est vrai que ça augmente le risque de charlatanisme parce que les Mmh. gens sont contents des compléments alimentaires en général, ils entendent autour d'eux que ça fonctionne. C'est pas un effet placebo en plus, et ça, on en parlera aussi après. Et donc, par conséquent, ils vont voir d'autres professionnels malheureusement pour se supplémenter. Et moi, ça, je suis contre. Je veux que le médecin soit au centre parce que s'il y a une petite baisse de morale, seul le médecin peut diagnostiquer une maladie. C'est pour ça que j'insiste, les médecins qui nous écoutent notamment, vraiment renseignez-vous autour du complément alimentaire, ne vous limitez pas à des rapports de l'ANSES ou j'en sais rien, et c'est très important aujourd'hui parce que l'Union européenne, on va dire, n'est pas en faveur malheureusement de l'utilisation des compléments alimentaires comme on peut l'observer d'ailleurs dans d'autres pays. Donc mon premier conseil, c'est de se renseigner, de lire, d'échanger avec d'autres médecins qui conseillent ou prescrivent des compléments alimentaires justement, et d'être ouvert pour savoir. Alors évidemment, les compléments alimentaires ne vont pas tout soigner, c'est pas non plus le but, mais il ne faut pas non plus se dire que ça sert à rien. Il faut placer le curseur au bon endroit et vraiment renseignez-vous, regardez sur PubMed, le safran par exemple et le moral, le magnésium et la sensibilité à l'insuline. Il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes aujourd'hui. Je rappelle que plus de 70% de la population est en manque de magnésium, donc c'est important de se renseigner, je pense. La médecine fonctionnelle, que tu connais peut-être, se situe un peu à cette croisée de la médecine, classique et de la prévention, qui est la grande oubliée de notre système de soins classique. Et je ne sais pas si tu connais bien cette discipline, moi je suis en train de faire une formation là-dedans. C'est peut-être une solution, non, pour réconcilier, la médecine traditionnelle et puis la prévention santé? Alors, je sais, tu me diras, tu me dis si je me trompe, je crois que tu fais la formation aux États-Unis. Exactement, Ah, IFM, OK. ouais. Donc cette formation pour moi elle est plutôt bien. Donc Ah, tu le il y en fais a qui sont mauvaises. oui, oui, tout à fait. En fait, le problème ici, c'est que le terme médecine fonctionnelle n'est pas réglementé, n'est pas encadré par la loi. Tout à Donc, fait. n'importe quel médecin qui va faire un petit peu de prévention, qui va recommander 3-4 compléments alimentaires ou faire des bilans un peu plus, je dirais, plus précis, par exemple, des choses qu'on fait jamais, comme l'indice SOMA, qui est pour moi important pour la résistance à l'insuline, la CRP ultrasensible pour l'inflammation de bas grade silencieuse. Eh bien, tout le monde maintenant s'auto-proclame médecin fonctionnel. Je suis un petit peu embêté moi-même avec ce terme parce que j'ai pu observer que malheureusement, sur le terrain, c'est pas encore ça. En revanche, la formation que tu as suivie, je pense que tu connais, elle a déjà fait ce podcast, c'est Sina Gombert, par exemple. Bien sûr. C'est plutôt une formation beaucoup plus solide de la médecine fonctionnelle, même si c'est pas encadré, elle est quand même déjà beaucoup plus, à mon sens, carrée. Donc, ce que je peux conseiller à un médecin, c'est effectivement, pourquoi pas creuser
le côté médecine fonctionnelle, mais la vraie formation, le temps, je me permets de dire vrai, hein, il n'y a pas de faux ou vrai, mais quelque chose de plus encadré, ou alors déjà au moins de faire un DU. Bon, là, je ne forme plus vraiment dans les DU, j'étais intervenant, je le fais un peu moins aujourd'hui, je le faisais aussi avec des organismes de formation, des sociétés savantes, mais dans les DU, voilà, on peut déjà je ne sais pas, apprendre l'hypnose, on peut apprendre les compléments alimentaires, la micronutrition, l'alimentation santé, et c'est déjà mieux que rien. Hein, on va aller par étapes, je sais que le temps compte pour beaucoup, mais il faut se former. Aujourd'hui, un médecin généraliste qui, conclusion, hein, souhaite utiliser ces méthodes, en fait, en plus de ce qu'il a appris, ça risque d'être extrêmement compliqué de le faire Mmh. soi-même, hein, sans formation. Merci, c'est très clair et je suis tout à fait aligné avec toi. Il faut prendre une formation, relativement courte, après on pourra en faire d'autres, se plonger dedans et puis petit à petit rajouter des briques. Mais prendre une formation fiable et notamment un DU universitaire notamment, ça peut être un bon début. Dis-moi Mathieu, au quotidien, on est incité, notamment sur les réseaux, à consommer vitamine D, oméga 3, probiotiques, prébiotiques. Tu connais ça par cœur. On est peut-être un petit peu perdu quand on est dans le grand public. Je vais te poser une question difficile. Chez un patient de notre tranche d'âge, on va dire 35-40 ans, euh, en bonne santé, sans grande pathologie, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires indispensables pour lui? Oui, 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 il y en a. Il y Lesquels? en a. Alors, je l'ai indiqué dans le livre aussi, déjà pour moi, il y a les 2 actifs non négociables. Sauf si bien sûr, pathologie comme une insuffisance rénale où il faut, parfois juste adapter le dosage. Ça veut pas dire c'est déconseillé, ça veut dire on prend, conseil auprès de son médecin pour adapter selon sa situation. Je rappelle déconseillé ne veut pas dire interdit, parce que ça c'est important aussi, ce que j'ai déjà entendu. Donc vitamine D, magnésium. Voilà, ça c'est la base. Pourquoi? Un, parce que ce sont les 2 plus grandes carences aujourd'hui qui est mesurée, en France, notamment. On est à 80 à peu près, hein, pour la vitamine D et 74 pour le magnésium. Ça, en plus, ça n'a pas été mis à jour parce que je pense que c'est pire aujourd'hui, hein. Mais on va dire, voilà, on va rester sur les chiffres officiels, ce qu'on a officiellement de la part de l'État et des différentes recherches qui ont été faites, menées notamment les études INCA, les études suivies Max, etc. Donc ça, c'est pour moi les incontournables parce que c'est les 2 plus grosses carences en micronutriments, parce qu'il y en a aussi un macro, les oméga 3, on va en parler après, c'est 9 personnes sur 10 quand même, hein, donc c'est assez pire. Donc, vitamine D, magnésium. Et encore une fois, je rappelle, les dosages en complément alimentaire sont sécures en France. Donc, il n'y a pas de risque de surdosage. Et s'il y a déjà un surdosage, c'est qu'il est déjà présent. On en reparlera sûrement avec les bilans. Donc, Hmm. vitamine D, magnésium, c'est la base. Je rappelle pas de magnésium marin, je vous en supplie, pour les personnes qui nous écoutent. Faites attention aux délégués pharmaceutiques, aux visiteurs médicaux qui viennent vous voir. Parfois, je sais que c'est facile, on n'a pas le temps, mais renseignez-vous, c'est les bonnes formes de magnésium comme le bisglycinate, le malate ou encore le glycérophosphate qui sont mieux absorbés et qui en plus n'ont pas de troubles, enfin, il n'y a pas de troubles digestifs comme des diarrhées par exemple. Donc, ça, c'est les 2 les plus importants. Et même quand on manque pas de vitamine D et que dans la prise de sang on est à 30, bah, c'est Mhm. bien d'être plutôt vers 45-60 et tu le sais. Moi aujourd'hui, je suis quasiment à 60. Donc, et ça, on l'a uniquement en utilisant des compléments alimentaires. L'ampoule en plus peut poser problème. Parfois, on a des palpitations parce qu'en fait, ça puise dans nos réserves de magnésium. Le magnésium active la vitamine D. La vitamine D permet au magnésium de rester plus longtemps dans les cellules. Bref, pour moi, c'est un duo non négociable. Pour le coup, c'est très important. Le magnésium, je rappelle, ne se mesure pas correctement dans la prise de sang de toute façon. Et s'il y a un excès, il s'élimine facilement. Donc le corps, il va piocher tous les jours selon le stress en fait quotidien. Donc vraiment, supplémenter en magnésium, ça, c'est les 2 plus importants. Ensuite, on va retrouver si, parce que je sais que ça coûte de l'argent quand même, on va retrouver pour moi les oméga 3. Pourquoi? Parce que, alors déjà, 9 personnes sur 10 en manquent. En revanche, comparé aux vitamines où c'est plus compliqué avec l'alimentation d'aujourd'hui, il semblerait que les oméga 3, on en a toujours dans l'alimentation de manière, on va dire, suffisante quand on va bien. Par exemple, 2 à 3 portions de petits poissons gras, sardines, anchois, maquereaux, harengs, c'est très bien pour la santé. Mais c'est vrai que dans les faits, bah, on voit des carences malheureusement. Les personnes pensent que les oméga 3 d'origine végétale comme le ALA suffit. Je rappelle qu'il faut du DHA et EPA, la conversion se fait à moins de 5% et encore si on n'est pas en carence d'autres vitamines et minéraux. Donc c'est toujours compliqué. Alors, ici, les oméga 3, pourquoi? Parce que souvent, on retrouve chez les patients en fait par exemple une inflammation de bas grade qui a peut-être pas été identifiée, etc. Et donc le corps a besoin d'un peu plus d'oméga 3. Et c'est là où c'est intéressant. C'est ce rôle physiologique que je mets en avant dans mes différents contenus. Le rôle nutritionnel, certes, les carences, mais aussi le rôle physiologique pour un petit peu, si je puis me permettre, booster l'organisme, soutenir l'organisme. Et comme on ne peut pas augmenter sa consommation de petits poissons d'après l'ANSES à cause des métaux lourds,
je rajoute les oméga 3 à chaque fois. Alors, pas tous les jours, hein. Déjà, une cure d'oméga 3 de 2 mois par semestre, si la personne mange varié équilibré, c'est très bien. Par contre, si elle est allergique, s'il vous plaît, je rappelle, parce qu'il y a des médecins qui disent il ne faut pas en prendre, si c'est tout à fait possible, mais après, bien sûr, validation avec le médecin, il n'y a pas de protéines allergisantes dans l'huile. Et il faut prendre des oméga 3 et PADHA. Et si la personne est végane, vous avez le Schizochitrium sp, et c'est très important pour le cerveau. Il y a des risques de Parkinson, Alzheimer tout de même. Donc, le ALA, les amandes, les noix, c'est sympa, mais ce n'est pas suffisant. Et enfin, je rajouterai le dernier, les multivitamines et minéraux. De temps en temps, 80% des médecins aux États-Unis consomment des multivitamines et minéraux tous les jours. Alors, je ne dis pas de le faire tous les jours, et les médecins, en général, dans la population, ils ont une catégorie socio-professionnelle qui est plus élevée que les autres, et donc forcément, ce n'est pas lié à l'alimentation américaine, parce que ça, j'ai déjà entendu aussi. Non, parce que en fait, aujourd'hui, il y a une différence entre les carences. On est tous carencés soit en iode, soit en zinc, et le multivitamine va permettre d'apporter un peu plus d'éléments. Et je rappelle encore une fois qu'en France, on a cette chance d'avoir des dosages qui sont très 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 encadrés et qui permettent de limiter les risques tout simplement. Je rajouterai un petit bonus si je puis me permettre très Bien rapidement. sûr, je t'écoute. Les probiotiques peuvent être intéressants aussi. Pas tous les jours, toute l'année, mais une cure de 3 mois pour les probiotiques me semble quand même. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Bon, je consomme entre 3 et une dizaine de compléments alimentaires par mois, mais c'est vraiment ce que je recommande le plus sur les réseaux sociaux. Mais déjà, multivitamines, magnésium, vitamine D, pour moi, on couvre déjà plus de 90% des problèmes. Très bien. Est-ce que, en tant que médecin, on doit recommander un bilan avant de prescrire ou conseiller ces compléments alimentaires, Mathieu? C'est toujours difficile. De quel bilan on parle? C'est ça, Parce c'est que ça ma question. Bah oui, parce que Heu, en fait, de quel bilan on parle? Parce que j'ai envie de dire, si vous recommandez, un produit et la personne est allergique, on va pas mesurer tous les allergènes du monde. Donc là, je pense qu'on parle d'un bilan lié aux carences, en micronutriments notamment, peut-être même macro, hein. Théoriquement, aujourd'hui, on va, prescrire un bilan avant la supplémentation en fer, en cuivre, en calcium et en manganèse. Parce que ce sont 4 éléments effectivement qui n'ont aucun intérêt physiologique. Ils n'ont un intérêt seulement nutritionnel, c'est-à-dire combler une carence supposée ou avérée. Et d'en avoir un petit peu plus sur le stress au quotidien ne va pas changer grand-chose, d'autant plus qu'on sait le faire aujourd'hui en excès, il ne s'excrète pas, on sait qu'il se recycle, il est très pénible, puis il n'y a pas d'intérêt d'en avoir plus. Donc, bon, ceci dit, la majorité de la population n'est même pas dans les normes santé de la ferritine, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est le plus important. Après, de continuer de faire un bilan en plus, pourquoi pas, mais j'aime pas trop multiplier les bilans biologiques. Je trouve que parfois on en fait trop. J'ai déjà vu des médecins fonctionnels, mais pas des vrais, entre guillemets, je me permets à chaque fois parce que j'ai pas le bon terme, hein, mais des pseudo-médecins fonctionnels qui adorent d'ailleurs les compléments alimentaires et qui vont recommander 3 pages. Moi, je suis aussi un peu contre ça. Je pense que, voilà, cibler, c'est pas mal avec une petite plante éventuellement en plus. Et pour les bilans, c'est pareil. Moi, je vois par exemple des médecins qui font les acides gras érythrocytaires, alors que si on mmh fait juste, on questionne le patient, et le patient consomme juste de l'huile de noix et des amandes, tout de suite on sait qu'il y a un manque d'oméga 3 PADHA. Quel est l'intérêt? Autant consommer, manger varié équilibré, éventuellement supplémenter, et puis après on regarde 6 mois après ce qui se passe. Oui, donc à quel stade moi je pense les 4 vitamines et les minéraux que j'ai cités précédemment, je pense que c'est les plus importants. Et pour le reste, normalement en France, il n'y a pas de risque. Après, il peut y avoir toujours un surdosage quelque part, mais sûrement il est certainement là avant en fait la supplémentation, parce que l'EFSA, par exemple, l'autorité européenne qui contrôle les dosages, par exemple, et la France qui ajoute aussi ses propres dosages qui sont plus stricts. On sait que, par exemple, l'Europe dit bah, en dessous de 4008 jusqu'à 4008 de vitamine D, il n'y a pas de problème, et nous, on s'est mis à 3008. Voilà, donc normalement, on fait très attention en France au dosage, sinon ça ne serait pas en vente libre pour le coup. Tout à fait. Hem, Est-ce que tu peux nous conseiller des ressources qu'un médecin peut consulter pour choisir, recommander un complément alimentaire, au-delà de ton compte NutraStream de grande qualité, de ton livre qui est Merci best-seller, beaucoup. qui va être traduit dans d'autres pays, tu vas nous en parler à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais, au-delà de ton travail, des ressources? Quels sont les meilleurs moyens pour un médecin généraliste pour se former sérieusement sur ce sujet? Sincèrement, si j'avais le temps, je pense que j'aurais monté une formation justement. Parce que Ouais, j'interviens dans les DU, j'ai accès en fait aux modules de formation, au contenu, puisque je m'en occupe aussi, mais avec les heures qu'on me donne. Et pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Mais attention, c'est quand même mieux que rien. C'est-à-dire que dans les DU, on va vous dire par exemple, la rhodiola est excellente pour le stress. Et c'est vrai que moi, c'est une des plantes que je recommande le plus. Mais dans les fonds, on ne va pas vous aider à comment bien la choisir. Et donc, vous allez faire confiance au laboratoire. Sans compter les additifs controversés, dont quand même c'est
extrêmement compliqué d'en faire un petit peu le ménage dans tous ces produits. Donc, je conseille quand même une formation. Ça, c'est déjà, comme ça, il y a un socle. Donc DU, plutôt universitaire, ouais. oui, DU ou pourquoi pas la formation que tu as suivie qui me paraît plutôt bien aux États-Unis parce que voilà, je la connais, j'ai regardé. Sina m'en a beaucoup parlé également et j'apprécie le travail de Sina. Donc voilà, une formation. Ensuite, deuxième point, lire les études scientifiques quand il y en a. Parce que dans les plantes, par exemple, parfois on n'a pas d'études, on est fondé sur la tradition. Et moi, je rappelle, je Compliqué me l'étude fonde des sur la plantes, ouais. science en tant que biologiste, biochimiste, mais également sur la tradition, parce que parfois on n'a pas tout, mais aussi sur les retours d'expérience, parce que j'ai travaillé avec une cinquantaine de médecins, entre guillemets, sur le terrain, pour se dire, OK, pour l'iode, voilà comment on mesure la carence en iode dans le corps, parce qu'il y a le sang et on sait qu'il y a les urines aussi. Voilà, donc il y en a une qui est meilleure que l'autre. Et puis sur les compléments alimentaires, on voit plus de différence avec telle forme plutôt qu'une autre. Donc là, malheureusement, sur les formes, c'est beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, même des professionnels de santé me suivent. Parce que moi, à la base, je suis un compte grand public. Hein. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux, il m'arrive parfois même de danser. Je suis vraiment, parce que j'aime ça, en plus, c'est vraiment un compte grand public. Mais c'est vrai que dans les faits, j'ai énormément de médecins qui viennent me voir en privé, de pharmaciens. Qu'est-ce que tu penses de ce produit? Pour le zinc, quelle est la meilleure forme, etc. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai fait un bouquin pour essayer d'avoir vraiment tout ça dans un livre avec les bonnes formes, les additifs et aussi les interactions. Le fer ne va pas avec le zinc, par exemple, etc. Donc tout ça, voilà, je recommande formation, études scientifiques, PubMed, Sciences Directes, par exemple, Elsevier. Et puis C'était ma enfin, question, mais donc tu tapes dans PubMed le nom de la plante, le nom de la molécule. C'est quand même oui, assez fastidieux, quoi, comme il y a beaucoup de et en friction plus, dans ce process. ça va pas aider à 100%. Exemple, Eh sur la ouais. rhodiola, je peux te trouver 2 études qui montrent que ça marche bien et 2 études qui montrent que ça marche pas. Donc Ça quand on est dépend de ce que médecin, tu prends de la plante, le dosage. il n'y a pas que le dosage, parfois, c'est même les solvants qui sont utilisés. Et je Ah vais ouais. même pas jusque-là parfois sur NutraStream parce que je sais que je vais en perdre certains. Ah. Donc je fais très attention. En fait, je fais par étapes au niveau de la pédagogie. Hein. C'est comme un peu des cours finalement sur NutraStream, les versions un peu vulgarisées. C'est qu'il y a une différence entre une plante qui est préparée avec 70% d'eau et 30% d'éthanol. C'est un peu comme une infusion. Vous imaginez un sachet de thé, vous mettez de l'eau. Mhm. Bah là, vous mettez 50% d'eau, on va dire, et 50% d'éthanol. Ou alors vous mettez que de l'eau. Ou alors vous mettez qu'un support glycériné. Donc en fait, selon la méthode d'extraction et de purification, vous n'allez pas avoir les mêmes molécules dans le Bien produit. sûr. Très Donc, compliqué d'étudier les plantes, ouais. exactement. Et ça serait peut-être un autre sujet à développer. Et c'est la raison pour laquelle ce ne sont pas des médicaments. Il y a tout Mhm. un support avec une matrice, en fait, un totem de la plante. Et c'est vrai que dans les études, il y a quand même ça oriente, mais il faut garder cet esprit critique. Il est très important et c'est la raison pour laquelle il faut être formé à ça. Et Mhm. encore une fois, je rappelle une dernière fois, si je puis me permettre, c'est pas une critique quand je dis les médecins, les pharmaciens ne sont pas formés aux compléments alimentaires, il faut qu'ils fassent un DU. Mais c'était pareil pour moi en tant que biologiste biochimiste, j'ai dû rajouter une dernière année d'études justement pour me former à la santé naturelle, à la prévention santé, avec un diplôme qui est reconnu par l'État en biologie industrielle et vraiment lié aux produits, aux cosmétiques, aux dispositifs médicaux, etc. Et plus mes 15 ans d'expérience dans le domaine. Sinon, je serais perdu également. C'est très clair. Et puis ça dépend aussi quelle partie de la plante tu prends. Il y a des gens qui prennent les racines, la tige, les fleurs, etc. Comme C'est quand même un l'ortie, oui, domaine complexe. exactement. Euh, du coup, donc toi qui es très présent sur les réseaux, tu vois qu'il y a plein de pubs en ce moment. C'est la mode du collagène, par exemple. Il y a différentes vagues de pubs, de super aliments, de spiruline, j'en passe. Il y a, tu sais, un effet FOMO, comme en finance, Fear of Missing Out. Tu vois, tu as peur de rater cette supplémentation parce qu'on te la vend comme quelque chose de formidable. Et chaque mois, en tout cas régulièrement sur les réseaux, il y a telle incitation à consommer telle chose. Comment tu fais pour résister à cet effet de mode en tant que professionnel de santé? Et comment tu fais pour savoir si c'est vraiment utile, indispensable ou inutile parce que c'est de la pub, c'est quelque chose voire même de nocif? Comment tu fais pour enlever le bon grain de livret là-dedans? Ok, alors là, il y a 2 questions. Je vais essayer de répondre aux 2 questions très rapidement. Alors, la première, c'est la communication autour des bénéfices santé des produits en France est réglementée. On n'a pas le droit de dire quelque chose qui n'est pas fondé. Donc ça, c'est quand même hyper important. Après, on peut toujours avoir un ou deux mauvais élèves, bien sûr, dans tous les domaines, c'est comme ça. Mais globalement, personne ne va vous dire que le collagène soigne l'arthrose. Il risque 6 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende. Donc, voire Tu même fais bien de le rappeler.
Voilà, c'est important parce que parfois on a l'impression que ce sont des produits miracles, mais en fait, il n'y a pas de miracle. Après, si la personne achète aux États-Unis, tant pis pour elle. Nous, on a une réglementation européenne, elle est carrée, elle est stricte. D'ailleurs, même, elle pose problème, parce que parfois on ne peut pas communiquer efficacement, comme la cranberry, on a le droit de rien dire. Alors que c'est Mhm. prouvé, d'ailleurs, c'est un des seuls actifs dans les livres de médecine. Ça sera autorisé dans 2-3 ans, mais ça fait 15 ans qu'on ne peut pas en parler et c'est bien triste. Mais en tout cas, cette réglementation, elle mérite d'exister et elle encadre un certain nombre de choses. Donc ça, voilà, c'est important. Personne ne vous dira que en complément alimentaire, la vitamine C soigne un rhume ou j'en sais rien. Donc ça, c'est pas autorisé par la loi. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça, c'est important. Donc il y a tout ce qui est lié à la nocivité, etc. Pareil, il y a une réglementation et il y a même de la nutrivigilance, comme la pharmacovigilance. S'il y a jamais Mhm. des effets indésirables, des effets indésirables graves, ils sont remontés en fait aux instances et après ils regardent si c'est un mésusage, si c'est pas des produits contrefaits et ils vont éventuellement baisser le dosage, voire restreindre la substance. Donc ça, voilà, premièrement, il y a quand même une réglementation derrière. Mais c'est vrai que par contre, effectivement, il y a beaucoup de publicité, on peut être séduit par l'achat de tous ces produits. Donc la deuxième chose que je dirais ici, c'est encore une fois se renseigner avec des études scientifiques, se renseigner avec la tradition pour les plantes, parce que malheureusement, à l'époque, je sais qu'il y avait quand même des cours sur les plantes. Aujourd'hui, même le pharmacien, depuis 1945, je crois à peu près, on a enlevé le métier d'herboristerie, le diplôme Mhm. d'herboristerie, c'est dommage. Et c'est encore une fois, ça augmente le risque des charlatanismes, en fait. C'est Mhm. bête, parce que Mhm. c'est top d'avoir un médecin ou un pharmacien qui encadre tout ça pour le coup, mais bon, c'est comme ça. Donc, il faut se former aux plantes aussi, à la phytothérapie, parce qu'il y a énormément de choses qui sont faites dans la tradition. Je sais que les médecins veulent du grade A et que tout ce qui est en dessous du grade A, on ne regarde pas, mais un grade C, c'est toujours mieux que rien du tout, en fait. Une étude moyenne, je le rappelle encore une fois, une étude moyenne ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire, OK, on a besoin de plus d'études pour confirmer, comme le collagène, les plantes, etc. À partir du moment où on a des études quand même sur 40 personnes versus placebo, c'est toujours mieux que rien. Si la tradition valide la plante en plus, et si on a des confrères, consoeurs, médecins qui, pareil, conseillent ces produits, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire le ménage et ne pas succomber à la publicité et aussi ne pas succomber aux visiteurs médicaux et délégués pharmaceutiques. Se renseigner va être vraiment très important pour le coup. Super intéressant. Est-ce que tu peux, pour terminer, notre épisode va presque toucher à sa fin, peut-être prendre une ou deux indications courantes en médecine générale de symptômes courants. Je te laisse prendre la consultation de ton choix, le motif, la plainte de ton choix, et nous dire quel complément alimentaire peut fonctionner pour des maux courants, je sais pas, quelqu'un qui est anxieux, qui est insomniaque, ce Oui. que tu veux. Je te propose de peut-être prendre sommeil et stress en même temps, parce qu'ils sont Je souvent t'écoute. associés, alors pas tout le temps, mais ils sont souvent associés. Alors, ce qu'on sait rarement, c'est qu'une carence en vitamine D et en fer peut entraîner des insomnies. Ça, Ok. par exemple, il y a des études, hein, PubMed, hein, il suffit de taper, voilà, il y a des études. Mais par contre, la vitamine D n'est pas un somnifère. C'est ça la différence entre les deux. Et c'est pour ça qu'on a une disparité dans les études. Parce qu'en fait, parfois, on l'utilise directement sur des insomniaques, mais c'est trop tard, en fait. C'est encore cette Hmm. idée de prévention. Et le fer, si on manque de fer, on peut être en dépression. Mais le fer n'est pas un antidépresseur. C'est pas du Hmm. séroplex non plus. Donc, Ouais. c'est pour ça que, c'est encore une fois, il faut toujours avoir cette vision de la prévention plus que le curatif. Donc, sommeil, stress, magnésium, vitamine D, parce que sans ça, je vous assure, le yoga, c'est sympa, hein, la méditation, c'est top, mais sans ça, le corps, il ne sait pas fonctionner. Et à cause du stress, il y a une fuite de magnésium via les urines, via la transpiration, qui est excessive. Et sans magnésium, de toute façon, on ne peut pas gérer le stress. Donc, et aujourd'hui, d'ailleurs, la consommation d'aliments très sucrés entraîne encore plus d'épuisement de magnésium, hein. Magnésium, vitamine D, ça va être un petit socle, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce qui peut être intéressant, c'est de regarder au niveau du sommeil. On va adapter selon la consultation. Par exemple, quelqu'un qui a un problème d'endormissement, on peut recommander valériane plus mélatonine. La mélatonine existe en complément alimentaire, pas en spray, s'il vous plaît, vraiment, comme le médicament circadien d'ailleurs, mais en complément alimentaire, la libération prolongée, qui respecte vraiment, on va dire, la physiologie du corps, comme ça devrait être de toute façon, qui permet de se rendormir si on se lève à 3 heures du matin, justement. Et après, on adapte. Si c'est par exemple un réveil trop tôt le matin, eh bien, on peut remplacer la valériane par le pavot californien, qui a plus d'effet en ce sens. Si le sommeil est là, mais il semble ne pas être réparateur, on va plutôt prendre la passiflore, par exemple, hein. Donc, on va adapter la plante à la situation. On fait attention à la prendre au bon moment de prise, ce que j'ai mis dans le livre. Par exemple, la valériane, c'est la moitié pendant le dîner et l'autre moitié au coucher. Donc, la mélatonine, la libération prolongée, c'est 1 heure avant le coucher.
Ça, c'est important aussi. La immédiate, c'est 30 minutes, mais voilà, je suis contre la version immédiate. Donc, voilà ce qu'on peut recommander. Et si jamais le stress est toujours là, par exemple, le patient dit très clairement, bah, j'entends mon cœur le soir quand je me couche, j'ai des palpitations, ça m'empêche de dormir. Et bien sûr, on écarte toute maladie cardiaque et on se dit, bah, il n'y a pas de maladie cardiaque. Et bah, là, c'est la star, c'est l'aubépine. Matin, midi, Ouais. soir, l'aubépine, elle va non seulement gérer la fonction cardiaque, mais en plus, elle va gérer le stress et un petit peu le sommeil. Voilà. Et enfin, je rajouterai le petit bonus que j'adore, c'est la rhodiola, mais pas prendre après 17 heures parce qu'elle peut empêcher justement de s'endormir. C'est pas un excitant, mais on a remarqué que ça pouvait poser problème au niveau du sommeil. Donc, on la prend avant 17 heures, tout simplement. Il n'y a pas de contre-indication à ce jour sur la rhodiola. C'est une plante qui fonctionne très rapidement en plus. À prendre par exemple le matin, 10-15 minutes avant le petit déjeuner. Voilà. Pour stress sommeil, voilà un petit pack, on va dire. Excellent, c'est des super conseils que tu nous donnes, je te remercie infiniment. Je t'en prie. Mathieu, merci infiniment. Comme d'habitude, j'ai appris plein de trucs. C'est un épisode qui va être super utile. J'ai lu ton livre qui est hyper complet, que je vais garder précieusement et puis consulter de façon comme ça intermittente parce que enfin, tu vas me dire, on va en parler, c'est pas un livre qu'on lit de A à Z, mais c'est un livre qu'on peut garder comme ça sur sa table de consultation ou de chevet pour le consulter quand on en a besoin. Est-ce que tu peux nous en parler et puis nous dire où est-ce qu'on peut le trouver, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je le montre rapidement à l'écran. Donc, Complément alimentaire, votre révolution santé, aux éditions Marabout. Voilà. C'est un livre qui est sorti fin septembre, qui est en rupture à plusieurs reprises, a priori. On n'avait pas prévu le succès, donc j'en suis ravi, qui est totalement indépendant, parce que dedans, il n'y a aucune marque de produit. On est vraiment sur les formes de vitamines, de minéraux et autres plantes. Le but de ce livre, c'est, en gros, il y a trois grandes parties. La première, c'est comment on lit une étiquette, et aussi la difficulté qu'on a avec l'Union européenne de faire de la prévention, avec tout est sourcé, hein, avec vraiment les textes européens, la réglementation française, les discussions qu'on a au Sénat, à l'Assemblée nationale, donc, et on a les sources scientifiques, bien sûr, des actifs, donc quand on en a, hein, bien sûr, sur les plantes. Donc, première partie, on est sur l'histoire du complément alimentaire, en quoi il est important, justement, pourquoi les médecins doivent considérer ces produits. Il y a des témoignages de médecins et de pharmaciens, d'ailleurs, dans le livre, hein, il y en a plus d'une cinquantaine. Donc ça, c'est top, avec lesquels j'ai pu travailler, ou ceux qui m'ont découvert avec NutraStream, d'ailleurs. Deuxième partie, on est justement, là, on peut grignoter au fur et à mesure, selon le besoin, donc avec plus de 24 besoins, stress, sommeil, morale, immunité, fertilité, SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, etc. Et avec les moments de prise, les bonnes formes, les dosages, et avec un rappel bien sûr des piliers, sommeil, alimentation et sport, parce que c'est quand même important. Et puis à la fin, on retrouve en troisième partie les actifs, avec toutes les bonnes formes, par exemple le magnésium bisglycinate, c'est mieux que l'oxyde, que le chlorure ou le sulfate, ou magnésium marin qui est très moyen, le fer, etc. Il y a des QR codes pour regarder certaines de mes vidéos sur les réseaux sociaux. Donc en trois parties, il fait 350 pages, et on le retrouve Fnac, Amazon et bien sûr les librairies physiques indépendantes. Pour Je te remercie beaucoup. 19,90, donc c'est vraiment donné pour le coup, quand j'ai découvert le prix, donc voilà, c'est plutôt pas mal. C'est clair, surtout qu'il est très dense en Ouais, informations oui, et c'était beaucoup de travail en tout cas. je vois, mais en tout cas, c'est hyper sérieux. Je vous le recommande chaudement et en tout cas, moi, il aura une place de choix chez moi et au travail. Mathieu, je te remercie infiniment. J'espère à bientôt et puis je souhaite longue vie à ton travail, ton livre. Et je rappelle juste à nos auditeurs qu'en fin de semaine, je publie toujours le Super Récap, qui est une newsletter très rapide d'1 minute où je résume les grands points de l'épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Salut Mathieu, à bientôt. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup à celles et ceux qui nous ont écoutés. Félicitations, vous êtes bien arrivé à la fin de cet épisode du podcast. S'il vous a plu, si vous avez appris des choses utiles et que vous souhaitez que je poursuive ce travail, vous pouvez vous abonner à ce podcast et en parler à un de vos confrères ou une de vos consoeurs. Et si vraiment vous voulez m'aider, vous pouvez me laisser une note de 5 étoiles sur vos applis et un petit avis sympa pour référencer ce podcast. Pensez également à vous abonner à la newsletter, je vous envoie chaque mois un mail à haute valeur ajoutée pour la médecine générale, vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt!